Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode bonus du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour prendre ou reprendre le contrôle de votre argent, de vos finances et bâtir la vie dont vous rêvez. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier et co-responsable, podcasteuse et femme engagée pour l'autonomie financière des femmes. Ici, dans ce podcast Fini les dettes, nous parlons d'argent sans honte, sans complexe et sans langue de bois. Cet épisode bonus s'inscrit dans la série Handicap et indépendance financière et il n'était absolument pas prévu. Dès le lancement de cette série, je t'ai parlé de ce que ça coûte réellement de vivre avec un handicap. C'est le tout premier épisode de cette série, mais je sentais qu'il n'était pas complet parce que à ce moment-là, au moment où j'ai scripté puis enregistré l'épisode numéro 37, je me suis un peu bridée. Je n'ai pas osé te parler de certaines choses en me disant que ça ferait trop d'informations, que l'épisode risquait d'être trop long et que peut-être, je l'avoue, tu ne comprendrais pas. Mais ces derniers temps, il s'est passé une série d'événements dans ma vie qui m'a ramenée à ma condition de femme handicapée. Et ce sont des choses que, il me semble, chaque personne handicapée vit régulièrement. Il me semble donc très important d'en parler. Tu dois le sentir dans ma voix, cet épisode n'était pas prévu et il va être riche probablement en émotions. Donc si le sujet t'intéresse, si tu as envie de connaître le coût réel et invisible que paie une femme handicapée, reste avec moi. Profites-en pour t'abonner si ce n'est pas encore fait. Cela te permet de ne jamais rater un seul épisode et moi, ça me permet de savoir que mon contenu plaît, qu'il est utile. Et puis honnêtement, ça m'encourage à continuer à publier un nouvel épisode par semaine. Cet épisode bonus se compose de 3 parties. Partie 1, définition du coût invisible du handicap. Partie 2, vivre un handicap, fantasme vs réalité. Partie 3, ma situation personnelle, donc à cœur ouvert. Et partie 4, comment vivre avec un handicap. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Avant de nous plonger dans cet épisode passionnant et intime, disons-le clairement, si tu n'es pas en situation de handicap, je te demande de mettre de côté tout ce que tu crois ou que tu penses savoir à propos du handicap et des personnes handicapées. De plus, je veux que tu gardes à l'esprit que cet épisode bonus ne peut pas être factuel et objectif parce que pour une fois, je vais placer mon curseur uniquement de mon point de vue et ça va transparaître dans mes propos. Maintenant que cela est dit, je t'invite à t'installer confortablement avec ta boisson chaude préférée, un plaid si tu le souhaites, on est de saison, c'est la période, nous sommes en plein automne. Tu peux aussi, si tu le souhaites, prendre de quoi écrire ou tout simplement écouter cet épisode bonus comme on écoute la confidence d'une amie. Allez, maintenant, c'est parti. Partie 1, définition du coût invisible du handicap. Si tu écoutes régulièrement les épisodes de ce podcast et ou que tu as déjà lu mon livre Fini les dettes, tu le sais, j'aime commencer par définir clairement ce dont je parle. Comme ça, nous sommes tous d'accord sur sa définition et on parle toutes de la même chose. Voici donc la définition de coût invisible du handicap. Le coût invisible du handicap désigne toutes les dépenses supplémentaires non reconnues officiellement, ou non compensées par les aides que doivent assumer les personnes en situation de handicap et leurs familles pour vivre au quotidien. Ce coût est dit invisible parce qu'il ne figure pas dans les statistiques officielles et qu'il est rarement pris en compte dans les dispositifs sociaux ou fiscaux. Pourtant, il pèse lourdement sur le budget. Voici quelques exemples concrets. Achat de matériel adapté non remboursé, comme le siège ergonomique, un logiciel spécifique, des ustensiles adaptés, etc. Frais de transport supplémentaires, taxis, véhicules aménagés, carburant plus fréquent, stationnement, etc. Temps et argent perdus dans les démarches administratives, photocopie, envoi postaux, envoi de mails, déplacements, appels téléphoniques,
Soins non couverts, séances de kiné supplémentaires, thérapie complémentaire, etc. Perte de revenus liée aux arrêts maladie, au temps partiel subi ou à l'impossibilité de certains emplois. Selon un rapport de la GFIP et de la DREES publié en 2022, le handicap entraîne en moyenne des dépenses supplémentaires évaluées entre 500 et 1000 euros par mois selon la gravité de la situation. En résumé, le coût invisible du handicap, c'est tout ce qu'on paie en plus sans que ce soit reconnu, compensé ou même compris par la société. Tout ça, je t'en ai déjà parlé dans l'épisode numéro 37, hein, comme je te l'ai dit, qui est le premier épisode de cette série Handicap et indépendance financière. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler du coût invisible dont absolument personne ne parle, le coût émotionnel et psychologique, c'est-à-dire toutes ces choses auxquelles chaque personne handicapée est confrontée sans jamais pouvoir s'exprimer sur le sujet. Parce que tout est fait pour que sa parole ne soit jamais entendue ou qu'elle soit systématiquement silencieux, silenciée. Je t'explique comment dans la suite de cet épisode bonus. Partie 2, vivre avec un handicap, fantasme vs réalité. Est-ce que tu connais le film Intouchable avec Omar Sy et François Cluzet? Si je te dis pas de bras, pas de chocolat, est-ce que ça te parle? Peu importe. Dans ce film, François Cluzet joue le rôle d'un homme devenu tétraplégique suite à un accident de deltaplane. Et Omar Sy joue le rôle de son aide à domicile. D'après les médias, ce film, donc Intouchable, a changé le regard sur le handicap. D'après moi, le film Intouchable a entériné un fantasme que je ne supporte plus. Le fantasme est le suivant. Les personnes handicapées sont riches. Toutes les personnes handicapées sont riches. Je n'ai jamais su d'où vient cette idée. Par contre, ce que j'ai vu dans le film Intouchable, c'est que l'homme tétraplégique est très riche. Blindé. Il est méga blindé en fait. Dans la vraie vie, je ne connais aucune personne handicapée qui soit née riche. D'ailleurs, dans ma vie de tous les jours, je ne connais pas de personne riche, issue d'une famille riche, qui a touché un héritage, qui est riche. Par contre, j'ai rencontré des personnes valides qui étaient certaines que moi, j'étais riche parce que je suis handicapée. On m'a déjà dit: «Ah, toi, t'as la hache, hein, donc t'es riche». Le problème, c'est qu'à ce moment-là, je ne percevais pas la hache, donc ça tombait à l'eau, hein, et je travaillais à la mairie de Paris en tant qu'étudiante alternante, et donc j'étais payée une misère. Maintenant que je ne travaille plus, je perçois la hache et je suis très, 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 très loin d'être riche. Pour rappel, le montant maximum de la hache est de 1 016,64 €. C'est très, très, très loin de la richesse. Il y a un second fantasme autour des personnes en situation de handicap qui nourrit l'idée que nous sommes riches. C'est celui qu'on nous paie tout, que tout est pris en charge, même ce qui ne concerne pas notre handicap, la pathologie dont nous sommes atteintes. Et ça aussi, c'est faux. La vérité, c'est que la majorité du temps, nous devons rappeler au corps médical que notre état de santé et donc nos besoins en termes de soins et d'aménagement de vie découlent de notre pathologie. Il arrive très souvent que, petit 1, le médecin traitant ne précise pas sur l'ordonnance en lien avec la pathologie, alors il n'y a aucune prise en charge par la sécurité sociale. Petit 2, le corps médical ne nous croit pas ou refuse d'abonder entre notre sens, même quand il sait que nous avons raison. Ça, c'est une deuxième réalité. Petit 3, les assistantes voient en lien avec la pathologie, parfois c'est même écrit avec la main, mais elles refusent de le prendre en compte avec une idée ou un mensonge, je ne sais pas, sorti de ne sais d'où. Ce n'est pas le bon formulaire, je ne peux pas le prendre en compte, ça ne peut pas être pris en charge, vous devez payer. Cela fait partie de ce qu'on appelle les violences médicales, les violences administratives et les violences institutionnelles. Troisième fantasme ou idée reçue, appelle ça comme tu veux, les personnes handicapées font semblant pour qu'on les aide ou pour qu'on ait pitié d'elles. C'est faux. Non, pas du tout. Pas du tout.
Aucune personne sensée dans ce monde ne ferait semblant d'être en mauvaise santé, d'être handicapée pour susciter de la pitié. D'ailleurs, quand on vit avec un handicap, la pitié fait partie de ce qu'on ne veut surtout pas vivre. On ne veut pas avoir affaire à des gens, des personnes, des êtres humains qui ont pitié de nous. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est vivre, tout simplement. Quatrième fantasme, les personnes handicapées en font toujours trop. Elles mentent sur leur état de santé réel et ce qu'elles ressentent. Oh, elles jouent la victime card. Alors, je vais être claire à ce propos. Il n'existe pas de victime card. Il existe des êtres humains qui souffrent. Point. Et nous n'avons pas à comparer nos souffrances pour savoir qui est plus légitime que l'autre pour en parler. Deuxièmement, tu as le droit de te plaindre si tu le souhaites. Je répète, si tu ressens le besoin ou l'envie de te plaindre, fais-le. Tu en as le droit. Se plaindre, vider son sac, eh bien, ça soulage. Troisièmement, on a le droit de partager nos vécus, nos expériences de vie. On a le droit d'en parler, d'expliquer ce qu'on ressent et ce qu'on traverse. Nous sommes des êtres humains vivant sur la même planète, vivant dans le même monde. Je suis de ces personnes qui croient dur comme fer au bienfait du partage d'expériences. Sinon, je n'aurais jamais écrit Fini les dettes et je n'aurais jamais lancé ce podcast. Et ce n'est pas parce que je ne parle pas continuellement de la maladie de Stromfeld-Lorrain dont je suis atteinte qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que je ne parle pas des souffrances causées par mon handicap qu'elle n'existe pas. Je choisis à qui j'en parle et quand, c'est différent. L'un des problèmes majeurs, c'est que le manque d'empathie. Vraiment, le manque d'empathie. Ce manque d'empathie nous réduit à une condition que l'on n'a pas souhaitée, qu'on aimerait même ne pas vivre, qui pourrait nous contraindre à une vie dont on ne veut pas. Le manque d'empathie et le désir de contrôler et même de dominer en obligeant les autres à faire et à dire ce qu'on attend d'eux détruisent des relations en provoquant des crises, des conflits inutiles. L'autre problème, c'est le validisme. Et ça, je t'en parle tout de suite. Partie 3, ma situation à cœur ouvert. Comme je te l'ai déjà dit, je suis atteinte de la maladie de Stromper-Lorrain depuis la naissance. Elle s'est entre guillemets déclenchée quand j'avais 18 mois. J'ai donc toujours vécu avec et je n'ai aucun souvenir d'un moment où la maladie n'était pas présente dans ma vie. De ce fait, je fais face depuis toujours à tout un tas de choses, pas seulement les moqueries, les rires et les sourires en coin quand je marche. Ici, je vais te lister 5 choses que je vis au quotidien et avec lesquelles je dois composer. Petit 1, la douleur physique et morale. Alors, dans mon cas, mes douleurs physiques aux jambes sont constantes. À cela s'ajoutent des douleurs aux pieds certains matins, des douleurs et des brûlures dans les jambes quand je marche, des douleurs au bas du dos quand il fait froid, des raideurs jusque dans la nuque et de la mâchoire quand je fais un effort pour rester debout ou quand je fais un effort pour marcher longtemps. La douleur morale, elle s'est installée petit à petit au fil des années. Depuis 4 ou 5 ans, je dirais, je ne supporte plus toutes ces douleurs physiques. Mais je ne veux pas prendre d'antidouleur parce que dans mon cas, il s'agirait de prendre de la codéine que je tolère très mal ou de la morphine qui crée rapidement de la dépendance. Et ça, c'est hors de question, tout simplement. La douleur morale vient aussi du regard des autres et de leur jugement constant. Ça, c'est quelque chose qui me pèse énormément, si bien que certains jours, je n'ai pas la force mentale nécessaire pour sortir de chez moi. Petit 2, le regard des gens. Je viens de t'en parler. Il y a quelque chose de très vicieux dans le regard des gens parce que quand ils ne disent rien, ça peut semer le doute ou la confusion dans ton esprit. Je me souviens qu'on m'a parfois dit, donc différentes personnes m'ont parfois dit la même chose, je te regarde pas, je t'avais même pas vu, alors qu'elles étaient restées bloquées sur moi pendant plus d'un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est très long quand même, hein. De plus, il y a des gens qui s'installent littéralement comme s'ils étaient au cinéma pour me regarder marcher. C'est comme vivre sous le feu des projecteurs sans le vouloir. En réalité, moi, Malika Derwish, je suis une star malgré moi. Petit 3, le validisme. Le validisme, c'est la haine et la peur des personnes handicapées. C'est donc une forme de racisme spécifique et à l'encontre des personnes handicapées. Un petit bonus, quoi. C'est très vicieux parce que ça passe inaperçu. Ce sont souvent des non-dits,
des silences lourds et pesants, des sous-entendus ou encore des phrases à la con. Par exemple, j'ai l'un de mes voisins qui m'a dit d'aller me garer ailleurs parce que si je me gare devant chez lui, moi, il peut pas se garer devant chez lui. Ce même voisin insiste lourdement en me parlant comme si j'avais 8 ans et me dit: «Mais avant, vous vous gariez là-bas, là, plus loin, ça posait pas de problème». Dans ce genre de cas, quand j'ai affaire à ce genre d'énergumène, je regarde longuement la personne, hein, je sans rien dire, je la laisse finir son pamphlet inutile, invalidiste et ridicule et je réponds en restant sur mes positions. Là, en l'occurrence, j'ai répondu à mon voisin: «Non, ma voiture va rester ici à 3 pas de chez moi». Il y a d'autres choses, d'autres phrases parfois abjectes comme: «Oh ma pauvre, tu es handicapée, moi je pourrais pas supporter, je me serais tuée je crois». Ou encore: «Waouh, vous êtes courageuse, vous auriez pu prendre les aides et rester chez vous au lieu de travailler». Ce sont tout un tas de phrases toutes faites, horribles parfois, des faux sourires, des fausses amabilités qui n'ont l'air de rien en apparence, mais qui, petit à petit, te bousillent de l'intérieur. D'abord parce qu'elles sont souvent dites à huis clos, c'est genre entre toi et la personne ou avec un entourage qui croit ça et donc qui va jamais rien dire, qui est d'accord avec cette personne. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne prends plus les transports en commun et je ne suis plus salariée. Le validisme, c'est très pesant. Surtout quand on t'a fait croire que c'est à toi de comprendre le mode de pensée de ces personnes et de t'adapter. C'est comme si tu recevais chez toi tous les jours des personnes, enfin, un agresseur, mais que tu dois le comprendre. Et puis, on a argué un argument tout pourri, sinon tu vas finir toute seule, hein. J'ai même pas de mots. Je sais même toujours pas quoi répondre à ça. Petit 4, toujours devoir trouver, des solutions et des plans B. La maladie est neurodégénérative. Ça signifie qu'un jour ou l'autre, je ne pourrai plus marcher. J'en ai conscience et je ne supporte plus de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. J'essaie donc d'anticiper au maximum depuis toujours. Savoir conduire, être véhiculé, bien gérer mon argent, avoir une épargne de précaution, prendre soin de ma santé physique et mentale sont autant de manières de veiller sur moi-même. Mais anticiper constamment signifie aussi devoir prendre tous mes rendez-vous importants le matin, y compris ceux qui se font au téléphone, parce que je ne peux jamais prévoir comment je vais me sentir au réveil. Mais j'ai plus de force psychologique le matin qu'en fin de journée, par exemple. Voici une anecdote pour étayer mon propos. Dernièrement, je me suis offert une Omnitrotte. C'est une trottinette électrique qui se fixe au fauteuil roulant manuel. Ok. L'objectif, c'était de pouvoir voyager en avion sans avoir à marcher de longues minutes dans l'aéroport, ni devoir sillonner les villes à pied. Je voulais aussi pouvoir faire ce que j'aime le plus, aller au musée, me balader dans Paris, me promener avec mes enfants, découvrir de nouveaux endroits et tout plein d'autres choses que les gens valides font facilement à pied, mais pas moi. Sans avoir à marcher et donc risquer de tomber et de me blesser. Lorsque l'Omnitrotte m'a été livrée, j'ai constaté deux choses. D'abord, je n'ai pas pu la monter seule. J'ai dû demander de l'aide à mon mari. Le produit ne se tient pas à sa promesse, clairement, et ça a ajouté une nouvelle inquiétude et donc une future anticipation. Comment je fais pour prendre soin de l'omnitrotte si c'est impossible pour moi de juste la monter? Deuxième chose, et pas des moindres, il n'y avait pas l'accessoire de fixation. Donc, je n'ai pas pu fixer l'omnitrotte à mon fauteuil roulant. J'ai pas pu le faire et donc tout mon week-end est tombé à l'eau. Parce que moi, évidemment, j'avais prévu de tester l'omnitrotte en me baladant avec mes enfants, profiter de ce début d'automne, de cette espèce d'été indien, en découvrant de nouvelles sensations. Et le fait de ne pas pouvoir le faire, eh bien, comme tout être humain normal, je me suis sentie frustrée et en colère. D'autant plus que quand j'ai discuté avec le commercial d'Omnitrotte avant l'achat, il ne m'a pas dit que je devais acheter cet accessoire. Donc, je ne l'ai pas fait. Et pendant toutes ces semaines entre l'achat et la réception, j'ai attendu une trottinette électrique que je ne peux pas utiliser. Ce genre de choses, de situations arrivent tout le temps. En tant que personne handicapée, je dois toujours anticiper. Avoir un plan B, un plan B, un plan C, un plan D, un plan Z et parfois même un plan B'. C'est comme si je n'avais pas le droit d'avoir ce que je veux tout de suite. Comme si chaque jour de ma vie devait être compliqué et difficile. Même si je ne nourris pas de sentiments d'injustice et de rancœur, même si j'accepte ça, il faut être honnête. C'est ça ma réalité.
Et je ne suis pas la seule à faire face à ce genre de réalité. Il y a une étude de l'INSEE qui date de 2023 qui dit qu'en France, il y a 12 millions de personnes qui vivent avec un handicap. Mais il n'y a aucun concessionnaire qui vend de voitures adaptées. Pour faire adapter un véhicule, ça coûte jusqu'à 25 000 euros et aucune institution ne prend en charge la totalité du financement. Personnellement, ça ne me dérange pas d'acheter une voiture d'occasion, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Mais les voitures aménagées d'occasion sont rares et elles se vendent très rapidement. Logique. Les voitures avec boîte auto sont plus coûteuses que celles avec une boîte manuelle. Et avant d'acheter ma voiture en boîte auto, avant de réussir à la trouver, il a fallu que j'achète un kit de conduite que j'ai fait installer. Le point positif, c'est que je peux retirer ce kit de conduite. Le point négatif, c'est que je peux retirer ce kit de conduite. Donc, ça signifie que je dois toujours m'assurer que les écrous sont bien serrés. Sinon, je peux mourir au volant parce que le kit se dessert. Voilà. Il y a aussi cette cinquième chose qui est la honte de soi imposée. Et là, je vais toucher un point très sensible, un énorme tabou. La honte de soi imposée, c'est la honte et la haine de soi transmise et imposée. Je t'explique. Comme je te l'ai dit, j'ai toujours eu cet handicap moteur, toujours. De grosses difficultés à la marche, je me fatigue plus vite parce que pour moi, la marche, c'est l'équivalent d'une course pour une personne valide. Donc, mes journées où je marche, c'est comme si chacun de mes déplacements se faisait en courant. Mais mon corps, lui, ne le supporte pas. Mes jambes flangent et ne me portent pas très longtemps. Ce qui signifie que j'en viens à tomber, parfois très brutalement. Personnellement, j'ai toujours pensé que ma vie serait plus facile avec un fauteuil roulant, mais on me l'a toujours refusé. Jusqu'à ce que ce soit moi qui m'occupe de mes documents, de ma paperasse administrative et, bien plus important, de ma santé. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que mes parents me disaient: «Tu peux marcher, alors tu marches». Pas pour me rendre plus solide psychologiquement, pas pour que je sois plus forte physiquement, pas parce que le corps médical et scientifique avait dit: «Madame, monsieur, si votre enfant plus votre enfant marchera, plus elle marchera longtemps, elle guérira» ou je ne sais quoi. Non, 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 ça n'avait rien à voir avec ça. Il fallait que moi, leur enfant, je paraisse normale, au moins quand je ne marche pas. D'ailleurs, on m'a appris à ne pas bouger, à rester sagement assise. Quand j'étais invitée quelque part ou qu'on recevait des invités, si je bougeais, si je me levais et avait l'audace de marcher, on me faisait les grands yeux. On me disait de partir, de vite, vite sortir, comme si je devais me cacher. Je me souviens que quand j'étais en primaire, allez, c'est parti pour les confessions, ma mère me disait de passer la récré avec ma soeur. J'étais trop contente. Sauf que ma soeur, elle m'a stoppée. Elle m'a dit non. Elle m'a dit: «Viens pas me voir à la récré, je veux pas qu'on sache que t'es ma sœur». Là, mon petit cœur, il s'est brisé en miettes, et c'est pas la seule à avoir caché aussi longtemps que possible notre lien familial. Et là, je vais dire quelque chose de brutal et de réel. Mon propre père faisait semblant de ne pas me connaître quand on se croisait dans la rue. Et vivre en sachant qu'une part de ta famille a honte de toi, qu'elle préfère faire comme si tu n'existais pas, c'est l'une des choses les plus douloureuses à vivre et à supporter. Ça nous amène tout naturellement à la partie 4, comment vivre avec un handicap. Honnêtement, je n'ai pas de réponse exacte à cette question, ni de plan parfait à suivre pour vivre avec un handicap. Personnellement, voici ce que j'ai fait pour vivre sereinement avec mon handicap. D'abord, je vais à l'essentiel. Ça me permet de préserver mon énergie et de me concentrer sur ce qui compte vraiment pour moi. Petit 2, je gère mon argent et je suis régulièrement mon budget. Durant ma pause budget hebdomadaire, ma pause chocolatée, je fais le point sur mes entrées, sur mes sorties, sur mes épargnes et mes investissements. Ces 20 minutes sont toujours un moment de détente et même de pur bonheur, probablement parce que quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais plus de 12 000 euros de dette et ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, j'ai zéro dette, j'avance toute seule, c'est-à-dire sans avoir besoin d'argent extérieur, j'avance sur mes projets avec sérénité, même si j'avoue, j'aimerais que ça aille plus vite, mais bon, je suis handicapée, donc tout va toujours plus lentement. Petit 3, je m'éloigne des sangsues, des vampires, là, des aspirateurs d'énergie. Si tu as honte de moi, ok. Tu crois que je ne devrais pas exister, ok. Il y a une phrase que je me répète souvent en ce moment et qui me fait beaucoup, beaucoup de bien. Je ne suis pas obligée de les voir ou ni de les entendre.
Je répète, je ne suis pas obligée de les voir, donc de leur rendre visite, ni de les entendre, c'est-à-dire de leur parler au téléphone ou autrement. La vérité, c'est qu'Allah nous dit dans le Coran qu'il est important de rendre visite aux malades. Et la personne malade, ding ding ding, c'est moi. Donc quand je me déplaçais pour rendre visite aux proches valides, en bonne santé et qui en plus me mettaient mal à l'aise avec des regards, l'espèce de surveillance malsaine, en fait je me mettais en porte-à-faux vis-à-vis de moi, de ma santé, vis-à-vis de mon âme et même vis-à-vis d'Allah. Et ça c'est terminé. Rendez visite aux personnes malades, n'attendez pas des personnes malades qu'elles viennent vous rendre visite. Redescendez sur terre les gens, redescendez sur terre. Quatrièmement, une chose qui me fait extrêmement bien, la thérapie par l'écriture. J'écris tous les jours juste pour moi depuis plus de 25 ans. Je pense que bientôt ça va faire 30 ans même. Et ça me fait un bien incroyable. Ça m'a aidé à traverser de très nombreuses épreuves. Tu sais, toutes les épreuves où tu dis: «Ah, ça s'appelle le désert affectif. Ah, ça s'appelle la solitude incarnée. Ah, finalement, il y a personne dans ces moments-là». Eh bien ça, j'ai pu traverser tout ça grâce à, l'écriture quotidienne. D'ailleurs, je te la recommande et si tu as envie de mettre en place une, routine d'écriture, je t'invite à découvrir mon livre qui s'appelle tout simplement «Ma routine d'écriture» qui est disponible sur Amazon. Je te laisse le lien, sous cet épisode. Petit 5, faire ce que j'aime. Même s'il y a des jours où j'ai trop mal aux jambes pour sortir, je fais en sorte de faire au moins une chose que j'aime chaque jour. Petit 6, me dépasser, sans me mettre en danger évidemment, hein. Moi, ce que j'aime, c'est voyager. Alors, je m'organise pour que ce soit possible, quitte à voyager seule. Petit 7, faire régulièrement le tri dans les objets, les vêtements, mais aussi les fréquentations. Les fréquentations humaines, hein, bien sûr, mais aussi les fréquentations de lieux. Concernant les lieux que je fréquente, par exemple, eh bien, j'ai une règle d'or. Si, quand je suis à cet endroit, je me sens mal à l'aise ou que je tombe, je sais pas moi, à cause d'un tapis, d'un pied de chaise, une jambe qui traîne, par exemple, eh bien, je n'y retourne pas. Et je fais pareil avec les humains. Si je me sens mal à l'aise avec une personne, je la revois pas et je la recontacte jamais. Je bloque, terminé. Petit 8, construire la vie dont je rêve. Je ne suis pas qu'une créative. Je suis aussi et surtout même une bâtisseuse. Il n'y a qu'à voir ce que j'ai fait en 43 ans et j'adore ça. Donc, je bâtis. J'avance de rêve en rêve pour bâtir la vie qui me convient. D'ailleurs, je t'invite à faire pareil. Petit 9, m'aimer, me choyer et me respecter. Je m'offre ce que d'autres m'ont longtemps refusé. Je prends soin de moi, je me couvre de cadeaux et je me parle avec gentillesse et douceur. J'apprécie ma compagnie. La solitude ne m'effraie absolument pas et d'ailleurs souvent elle me permet d'avancer à mon rythme et de faire plus de choses intéressantes que quand je suis avec quelqu'un. Petit 10, accepter que je ne guérirai jamais et que je devrais toujours tout anticiper. En tant que HPI, une personne avec un haut potentiel intellectuel, c'est naturel pour moi d'anticiper. Mais ça m'a mis du temps. Ça m'a pris du temps, pardon, pour accepter ma maladie. J'ai dû me rappeler d'une chose très importante. Je ne suis pas responsable de ma maladie. Je ne l'ai pas souhaité, je ne l'ai pas provoqué. Et à partir de là, une fois vraiment que j'en ai pris conscience, une fois que j'ai accepté ça, j'ai arrêté de faire comme si j'étais comme tout le monde. J'ai arrêté de porter le poids émotionnel des autres, leurs peurs, leurs doutes, leur colère, leur frustration, etc. Je suis doucement redevenue moi avec plus d'expérience. Et il y a une chose aussi que j'ai compris et qui a un rapport direct avec l'argent. J'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans pour soulager financièrement mes parents et prendre en charge mes propres besoins. À cette époque, jusqu'à très récemment d'ailleurs, j'essayais désespérément d'acheter une guérison qui ne viendra jamais, qui n'existera jamais, parce que je resterai toute ma vie malade, atteinte de la maladie de Scrum-Lorrain. Je t'explique. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai financé mes propres besoins, donc chaussures, transport, repas à l'extérieur, vêtements, sous-vêtements, protection hygiénique, etc. Et j'ai aussi financé mes envies, sorties, cours de chant, voyages, etc. Avec le recul, je me suis rendu compte qu'à cette époque, j'aurais dû m'offrir mon permis de conduire et une voiture. J'en avais vraiment besoin. Ça m'aurait tellement facilité ma vie. Ma santé aurait dû passer avant tout. Vraiment, ma santé aurait dû passer avant tout. Mais je croyais tellement devoir être normale, c'est-à-dire valide, en bonne santé, que j'ai réussi à me convaincre, ou plutôt, j'ai réussi à avaler la couleuvre suivante. En faisant comme tout le monde, je serai comme tout le monde. Et ce n'est qu'en me lançant dans ma propre décolonisation intellectuelle, je t'en ai parlé sur Instagram, que j'ai arrêté de penser comme ça. Et ça s'est ressenti dans mes relations.
Toutes les personnes qui attendaient de moi que je sois comme tout le monde ou que j'accepte de rester statique, de ne pas parler, de ne pas bouger pour ne pas les déranger, ont été très, 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 très déçues de découvrir la femme que je suis vraiment, hein, vraiment. Finalement, Malika, c'est pas juste un objet qu'on déplace et à qui on dit: «Va ici, va là». Non, non, elle bouge, elle parle, elle s'exprime. Quelle déception! Vraiment. Partie 5. Et oui, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Un épisode riche en émotions, riche en vérité. Cet épisode bonus était long, je le sais. Il était plus long que prévu et je sais que cette série, Handicap et indépendance financière, vous intéresse moins que les autres épisodes. Je suis très honnête là-dessus, je le sais. Peut-être que vous ne vous sentez pas concerné par le handicap. Peut-être que c'est un sujet euh, qui vous met mal à l'aise. Quoi qu'il en soit, cette série existe pour moi, pour vous, heu, pour vous, hein, bien sûr, mais aussi pour moi, peut-être même surtout pour moi, parce que j'arrête de m'invisibiliser et parce que ma parole et mon vécu ont de la valeur. Ma voix compte et il est normal et sain de me faire entendre, même si mes propos dérangent. Aujourd'hui, je t'ai parlé du vrai coût invisible du handicap. Je t'ai confié certaines choses que je traverse et d'autres que j'ai vécues. Ce sont des choses, des moments de vie qui ont été parfois très, 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 très durs et qui ont modifié, la perception, que j'avais de moi-même et mon rapport à l'argent. Une fois que j'ai remboursé, toutes mes dettes, plus de 12 000 € mon Dieu, j'ai pu commencer à construire la vie, dont je rêvais. Pourtant, dans cette construction, j'ai dû, me déconstruire d'une certaine manière. En fait, j'ai dû casser tout ce qui était échafaudé dans mon esprit pour m'accepter, m'aimer vraiment, prendre soin de moi et avancer avec plus de sérénité. Mes priorités ont changé. En effet, je vise la liberté financière, pas pour être millionnaire, mais pour garantir ma paix et ma sécurité. C'est quelque chose dont on m'a privée, en fait. J'avais pas de paix, j'avais pas de sécurité, donc c'est ça que je vais financer. C'est ça que je vais garantir. Je suis à un moment de ma vie où j'ai dû accepter que je suis la seule personne qui se soucie vraiment de ma paix et de ma sécurité. Donc je dois subvenir à mes besoins tout en préparant mon avenir, en vivant avec cette maladie neurodégénérative. Je n'ai pas le sentiment, je n'ai plus le sentiment de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que j'anticipe financièrement. Je t'ai parlé tout à l'heure de ces quelques déboires là comme l'Omnitrotte. Heu, Bien sûr que j'ai trouvé une solution, bien sûr que j'ai râlé, bien sûr. Mais l'anticipation financière, elle permet d'être sereine parce que ça arrive et ça continuera d'arriver, mais au moins financièrement, je suis stable. C'est pas facile, c'est même une contrainte lourde et douloureuse, mais c'est ça ma réalité. Je préfère utiliser mon argent pour contrôler ce qui est sous mon contrôle, satisfaire mes besoins et mes envies plutôt que mourir à petit feu de l'intérieur juste pour satisfaire l'ego de personnes qui ne se soucient pas de moi, qui se soucient avant tout de leur image, qui se soucient, du «qu'en dira-t-on» et franchement, que je sois là ou pas pour elle, c'est la même chose. Le défi que je te propose pour cette semaine est assez spécial. J'aimerais que tu chiffres ce que tu dépenses pour plaire aux autres. Par exemple, quand j'ai commencé à travailler, je sortais tous les week-ends pour faire comme tout le monde en espérant être aimée, être choisie. Dans mon premier mariage, et ça je t'en parle dans mon livre Fini les dettes, je finançais les sorties de mon ex-époux pour qu'il ne soit pas violent envers moi, hein, tout simplement, et avec l'espoir qu'il m'aime. Il y a quelques années, je rendais régulièrement, visite à ma famille et à ma belle-famille, alors que la douleur de la césarienne était encore très vive et que j'allaitais. Au décès de mon père, Allah yarhamou, j'ai pris conscience que ce sont, je l'ai dit tout à l'heure, hein, que ce sont les personnes en bonne santé qui doivent rendre visite aux malades et pas l'inverse. C'est probablement l'un des plus gros déclics de ces dernières années pour moi. Ce que j'ai dépensé avant ce déclic se chiffre en plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des gens qui ne savent même pas où je vis. C'est assez dingue quand même. Des gens qui ont honte de moi, que ma présence dérange, que mon existence même met mal à l'aise. Et toi, dis-moi, toi, combien ça te coûte réellement d'essayer d'acheter leur amour? Tu peux me répondre en commentaire si tu le souhaites ou en privé si tu es plus à l'aise. Cet épisode bonus est maintenant terminé. J'ai plus de voix, j'ai été ravie de l'enregistrer, j'espère qu'il t'a aidé, qu'il a fait écho quelque part en toi. N'hésite pas à le partager avec au moins une femme que tu connais, qu'elle soit ou pas concernée par le handicap. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi.
On se retrouve mardi prochain à 14 heures pour parler d'argent, sans tabou ni langue de bois, entre femmes. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!